Nous continuons la série de webinaires commencés depuis cette période de coronavirus. Et aujourd'hui, nous attaquons la deuxième session que nous avons mis en place depuis le mois de septembre sur la planification d'entraînement. Et le thème qui nous amène aujourd'hui à cette présentation, c'est la gestion des risques. OK? Donc, la gestion des risques sera l'exposé que je vais animer durant tout au long de ce séminaire, de ce webinaire. Et j'espère qu'à la fin, vous aurez des questions. J'espère que vous pourrez poser des questions autant que vous voulez. Alors, comme on le dit, la première étape du processus de gestion des risques consiste d'abord à reconnaître la réalité du risque. Définir est une tactique courante qui substitue une ignorance délibérée à une planification réfléchie, comme le disait Charles Tramper. En réalité, pour pouvoir réellement gérer le risque, ou le manager, comme on dit, il faut d'abord reconnaître le risque, la réalité du risque, qu'il est bien réel, il ne faut pas qu'il soit fictif, et que réellement, c'est en planifiant que nous pourrons évidemment réfléchir comment est-ce qu'on peut le minimiser ou soit l'éviter. Petit rappel. Nous allons parler des risques parce que dans la planification d'entraînement, il faut d'abord, dans un premier temps, identifier le risque et voir réellement jusqu'à où ça peut aller en termes de criticité. Donc, premièrement, ce qui est important d'abord, pour tout risque, il est important d'abord de connaître d'abord quel type de risque il est, le coût, bien sûr, de la réduction du risque, et surtout, comment est-ce qu'on est amené à maîtriser la réduction de risque à travers cette matrice. Et l'éviter, bien sûr, est encore primordial. Bien sûr, il y a des risques que nous pouvons accepter pour justement permettre une certaine gestion qui va amener à réduire justement ce risque. Quand nous prenons la matrice, que voyons-nous? Nous voyons que, dans un premier temps, ce qui est important, c'est la maîtrise du risque. Maîtriser ce risque amène à connaître les différents paramètres qui permettront justement de maîtriser ce risque. Dans un premier temps, il s'agit du niveau de contrôle par rapport au risque. Lorsque nous contrôlons le risque, ça veut dire que nous arrivons facilement à optimiser. Ça veut dire dans ce cas-là, en termes de maîtrise et de criticité, le risque est vraiment, le niveau de contrôle est vraiment optimal. Ensuite, nous parlons de maîtrise, lorsqu'on ne maîtrise pas le risque et que derrière la criticité est faible, en ce moment, c'est un risque à surveiller. Dans un troisième temps, lorsque nous sommes dans ce carré-là, nous voyons bien qu'il faut contrôler le risque à travers la criticité du risque et il faut vraiment, à ce moment-là, être très vigilant parce que vraiment la criticité, elle est vraiment forte et néanmoins, on a un faible niveau de maîtrise. En ce moment-là, il faut garder cette vigilance. La priorité du risque à traiter, là, en ce moment, on parle de danger. Lorsque la maîtrise du risque est faible, OK, et que derrière, la criticité est aussi élevée. Dans ce cas-là, il s'agit de danger. Et lorsqu'il y a danger, il faut systématiquement arrêter tout, parce que là, en ce moment-là, il y a possibilité de blessure ou d'atteinte à l'intégrité physique. Et là, c'est vraiment important que nous sachions que pour l'entraîneur, il est primordial de connaître ces différentes phases-là pour pouvoir arrêter lorsqu'il y a danger. Alors, quel sera l'objectif de notre webinaire? Dans un premier temps, nous allons évaluer le risque avant la pratique. Ensuite, comment on planifie pour aider à réduire ce risque et surtout les différentes stratégies qui pourront nous aider à réduire le risque durant la session. D'abord, dans un premier temps, il s'agit de documenter les risques sur les plans. Vous savez que durant l'entraînement, il y a beaucoup de distractions qui font que le plus souvent, le risque existe. Il faut souvent rappeler aux lutteurs le plan d'entraînement pour pouvoir mieux communiquer avec eux de l'existence des risques et de la possibilité d'organiser sa séance afin d'éviter ces risques-là. Aussi, il est important d'expliquer aux lutteurs comment on peut éviter les blessures pendant les activités. Parce que cela implique que
chaque lutteur dans chaque séance doit être à même de savoir à quel moment il se met en danger, à quel moment il met en danger son intégrité physique, car la lutte en elle-même, si elle est une activité bien pratiquée, ne comporte aucun risque. Parce qu'il n'y a pas de coup, c'est plutôt un sport de préhension. Donc, une fois que cela est bien organisé, le risque devient vraiment très, très faible. Ensuite, comment nous allons correctement planifier les activités? Il faut, dans un premier temps, en fonction du développement de l'âge des pratiquants, il faut organiser son activité en fonction. Parce qu'il existe différentes étapes dans la même pratique et qu'il faut avoir des activités, bien sûr, qu'on peut modifier en fonction de la réalité du terrain. Il faut aussi, évidemment, augmenter le temps de pratique pour réduire le risque de blessure. Ce qui signifie qu'en réalité, plus on va permettre d'avoir une latitude en termes de pratique, plus on va pouvoir planifier la gestion des risques, parce que c'est tout en gérant l'amplitude horaire des entraînements que nous pouvons insérer des moments, des temps de repos, des temps de récupération et aussi des temps d'hydratation, nous allons un peu plus loin, qui permettront justement de pouvoir permettre aux lutteurs de garder une certaine vigilance et une certaine concentration. Parce que le plus souvent, c'est à partir de la fatigue que souvent apparaissent les blessures. Prenons le cas de le type de progression en termes de technique. Comment est-ce qu'on pourrait planifier en sorte de pouvoir éviter les blessures? Voyons d'abord dans un premier temps, lorsqu'on parle de déplacement. Regardons la première vidéo. Alors, lorsqu'on voit sur cette vidéo-là, on voit que les deux lutteurs sont au contact et qu'à tout moment, sans la rupture, il y a aussi le risque que les têtes se collent. Et dans ce moment-là, ce qui va être important pour l'entraîneur, c'est d'abord de permettre, en termes de déplacement, de faire d'abord l'exercice tout seul. Donc, vous voyez sur la deuxième vidéo, on va vous montrer, vous allez voir que le lutteur, dans ce cas-là, il est tout seul et il apprend les déplacements tout seul. Voilà. Il n'a pas besoin de contact. Donc, dans ce cas-là, les déplacements se font seuls. Bien sûr, il faut bien organiser l'espace en sorte que les lutteurs ne se cognent pas. Donc, pour tout ce qui concerne le déplacement, il y a une organisation spatio-temporelle, donc de l'espace et du temps, en sorte qu'on puisse pratiquer sans collision pour que les lutteurs puissent être à l'aise. Et aussi, en termes de consignes, il est important que l'entraîneur va à ce moment-là donner les consignes qui vont permettre aux lutteurs de pouvoir pratiquer en toute sécurité. Voyons maintenant dans le cas de l'attaque aux jambes. Il y a deux lutteurs qui attaquent. Voilà. Très bien. On revoit le mouvement, bien sûr au ralenti. Pénétration chez la deuxième jambe et il l'amène au sol. Alors, prenons cet exemple-là. Quel type de risque existe? Le risque de blessure peut apparaître souvent dans ce cas-là lorsque on ne donne pas les consignes appropriées, parce qu'on sait très bien que, bien sûr, le tapis est très approprié pour amortir les chocs, mais comme vous allez voir, comme vous voyez sur la vidéo, à un moment donné, lorsque le lutteur bleu attaque le lutteur rouge, et que lorsque le lutteur bleu amène le lutteur rouge au sol, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, le lutteur rouge pose la main sur le tapis et à ce moment-là, il y a un risque qui existe de pouvoir se faire mal. Alors, comment en tant qu'entraîneur, on va éviter cela? En tant qu'entraîneur, on va bien sûr, dans un premier temps, expliquer la technique, mais surtout
donner des consignes en sorte que le lutteur qui est attaqué, en l'occurrence le lutteur rouge, puisse chuter sans forcément poser la main. Parce que le tapis est une surface assez appropriée pour ne pas que le lutteur se fasse mal. Donc, on va le dire lorsque, durant la chute, on donne des consignes claires, par exemple, lorsque vous allez chuter, ce n'est pas la peine de poser la main, plutôt rester collé à votre adversaire pour permettre à celui-ci de vous amener tranquillement au sol, parce que dans tous les cas, le tapis est une surface qui amortit et donc il n'y a pas de choc. À ce moment-là, les consignes étant claires, les lutteurs peuvent facilement écouter ces consignes-là et le faire. Donc, on revoit sur la vidéo, vous allez voir que lorsque il y a pénétration, le lutteur bleu va rentrer. Voilà, il va rentrer dans l'attaque aux jambes. Voilà, il prépare son attaque. Il rentre. Là, en ce moment-là, il n'y a pas de souci en ce moment-là. Il va aller chercher, bien sûr, la deuxième jambe. Et en ce moment-là, le changement de bras, il va l'amener tout doucement au sol pour pouvoir marquer le point. Bien sûr, nous ne sommes pas là sur les aspects réglementaires, mais il va en ce moment prendre la deuxième jambe et l'amener au sol et il pourra éventuellement marquer le point. Mais ce qui est important, c'est, vous allez voir sur cette image-là, c'est le bras du lutteur rouge qui, systématiquement ou inconsciemment, va aller chercher le tapis, alors qu'en ce moment précis, il faut faire très attention, voilà, faire très attention pour que le lutteur ne pose pas ce bras-là parce qu'il y a un risque de blessure. Voilà. On repart sur la dernière vidéo, bien sûr. Celle-là, elle est plus simple. Elle est plutôt une entrée tête-bras pour rentrer dans les jambes. À ce moment-là, vous allez voir, il y a préparation et il va toujours aller chercher. Voilà. En ce moment, vous avez vu, sur cette partie-là, le lutteur qui attaque, le lutteur bleu, va pouvoir entrer facilement dans les jambes et l'amener au sol. En ce moment, regardez, il ne pose plus le bras et il va carrément aller au sol. Alors, bien sûr, avant de passer à la prochaine étape, qu'est-ce que nous remarquons dans cette vidéo? Dans ces 4 vidéos qu'on vient de montrer, on remarque dans ces 4 vidéos-là qu'il y a une approche progressive, mais surtout raisonnable en termes de sécurité. D'abord, les mouvements qui peuvent être faits individuellement pour que les athlètes puissent l'intégrer. Il y a aussi le fait qu'il est important de pouvoir donner des consignes claires afin d'éviter les blessures. Et vous voyez que dans la dernière progression, le lutteur va prendre les 2 jambes et il amène au sol sans forcément que le lutteur attaqué pose la main. Dans ce moment-là, on minimise le risque de blessure et la technique, elle est bien réalisée et elle est même parfaite. Donc, il faut garder bien en tête que enseigner les compétences techniques de façon progressive et de façon bien segmentée et par rapport à la consigne de sécurité. Alors, parlons maintenant en termes de préparation physique, progression raisonnable. En termes de progression raisonnable, d'abord, il doit être en bonne forme physique pour faire la compétition. Le niveau d'intensité devait augmenter progressivement avec le temps ou aussi dans la saison. Ça veut dire que lorsqu'on va planifier nos séances tout au long de la saison, on partira d'une intensité faible pour pouvoir aller progressivement à une intensité plus élevée vers l'approche de la compétition. On va aller aussi d'un grand volume en début de saison pour aller progressivement vers des volumes faibles à l'approche de la compétition, mais relativement conséquentes pour pouvoir permettre aux lutteurs d'être assez préparés pour pouvoir contenir la compétition. Nous avons aussi donc la préparation physique doit être construite en travaillant sur d'autres domaines, et là on parlera aussi de préparation physique intégrée, et lorsque nous divisons les différentes phases de la préparation physique, nous retrouvons facilement la première phase qui est la phase préparation physique générale. Ensuite, elle sera suivie d'une phase de préparation physique auxiliaire ou de pré-compétitive et suivie de la dernière phase qui est la phase de préparation physique de compétition, la phase de compétition. En ce moment-là, nous entrons dans une différenciation très spécifique. Donc, préparation physique générale en ce moment sur des exercices généraux qui permettent en fait de construire le corps, de construire la forme physique, de construire une base sur l'aérobie. Et progressivement, nous allons aller à la deuxième phase, qui est la phase de préparation physique auxiliaire, où on verra des exercices qui vont glisser progressivement à des exercices généraux, à des exercices qui vont intégrer plutôt des mouvements de lutte pour aller vers carrément des actions de lutte. Et
et à préparer les lutteurs pour la compétition durant la phase de préparation physique, préparation de compétition. En ce moment, c'est spécifique. Ce sont vraiment des exercices qui sont vraiment liés à la lutte que nous mettons vraiment en pratique. Donc, durant la préparation physique, il faut une progression raisonnable, bien sûr, mais il faut aussi une méthode bien organisée, bien orchestrée, en sorte que nous partons du général au spécifique ou d'un grand volume à un volume relativement faible, d'une intensité faible à une intensité relativement élevée, proche de celle de la compétition, pour que nous puissions parler de préparation physique raisonnable, okay, et orchestrée. Parlons de deux éléments qui sont fondamentaux durant la planification et que nous parlons en termes de planification, bien sûr, de séance, parce que là, on parle vraiment de la séance. Durant la séance, pour justement éviter les risques et minimiser les risques, il y a deux éléments clés qui sont importants, ce sont l'échauffement et le retour au calme. D'abord, l'échauffement doit être progressif, donc on va augmenter progressivement la fréquence cardiaque pour pour favoriser une circulation sanguine qui va amener à une activation du corps avant de rentrer dans l'exercice beaucoup plus, on va dire, à intensité élevée. Mais nous partons de tout ce qui est relativement faible, donc général, pour pouvoir rentrer dans ce qui est relativement spécifique, donc par rapport à la lutte. Si on prend le cas des exercices de lutte, on partira par exemple de tout ce qui est saut, course, et ainsi de suite, pour pouvoir rentrer dans les roulades, les chutes, et progressivement entrer dans ce qu'on appelle les genoux-pieds, les dépassements spécifiques. Donc, à ce moment-là, l'échauffement est progressif, mais il a aussi du général, il va au spécifique. Donc, on peut commencer dans les premiers temps en déverrouillant les articulations, en préparant les muscles pour pouvoir entrer dans l'activité elle-même. L'autre élément clé qui est important lorsqu'on a fini de pratiquer, c'est, après le corps de la séance, bien sûr, c'est le retour au calme. Le retour au calme, il est fondamental parce que le plus souvent, les lutteurs ont fini. Il est important de remettre toute cette machine qui s'est mise pratiquement à 300 à l'heure, il faut la ramener à l'état initial et permettre aux lutteurs de rentrer chez eux en toute quiétude. En ce moment-là, nous allons diminuer progressivement la fréquence cardiaque, nous allons ramener l'état du corps, le corps à son état normal, bien sûr, des moments d'étirement, de relaxation vont permettre au corps de revenir à son état initial pour pouvoir revenir progressivement en termes de récupération. Bien sûr, c'est vraiment important, plus les lutteurs ont pris de l'âge, plus il est important le retour au calme, de prendre le temps de pouvoir justement revenir au calme. Comme je disais souvent, on n'est pas systématiquement obligé de tout le temps faire les mêmes types d'étirements. On peut, à ce moment précis, si on a la possibilité de confier ce travail à un kiné qui est sur place, peut aussi permettre ce retour au calme en prenant en charge les lutteurs pour pouvoir remettre le corps dans l'état initial avant l'entraînement. C'est vraiment important de penser à cela. Et bien sûr, si on n'a pas de kiné, l'entraîneur, vous-même, vous mettez en ce moment, vous faites un retour au calme, tranquille. Des fois, ça peut se faire aussi à travers le questionnement pour voir si les lutteurs ont aussi compris, ont aussi assimilé les techniques qu'on a apprises durant l'entraînement. Ça peut se faire aussi à travers une pause simple, une période de relaxation, où les lutteurs apprennent à respirer. C'est le moment pour pouvoir apprendre des respirations ventrales, après aussi des respirations au niveau abdominal pour pouvoir garder un certain contrôle sur la fréquence cardiaque qu'on va baisser progressivement. Voilà. Donc, c'est important à ce moment d'inculquer ce type de savoir-faire, ce type de compétences à nos lutteurs parce qu'en moment de stress, ils pourront éventuellement le réutiliser. La gestion de l'espace aussi est importante en fonction du nombre de lutteurs qui vont pratiquer sur le tapis. Dans ce moment précis, il est important de pouvoir préparer dans sa séance comment est-ce qu'on va orchestrer cette gestion de l'espace. Souvent, on a un seul tapis, on a beaucoup plus de lutteurs. Comment on fait? On peut fonctionner par vague. Mettre des lutteurs,
un groupe de lutteurs, pendant qu'un groupe de lutteurs travaille, l'autre groupe de lutteurs n'est pas sur le tapis, peut aussi en train de faire une autre activité. Et en ce moment, on fait une rotation. On peut fonctionner aussi en atelier pour que les lutteurs puissent utiliser le tapis à tour de rôle. Cela permettra justement une utilisation optimale de l'espace. Maintenant, si on a la possibilité d'avoir un tapis où il y a de l'espace, en ce moment-là, on organise par groupe et c'est plus facile alors, en espaçant bien les lutteurs pour qu'on puisse vraiment leur permettre de pratiquer en toute sécurité. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser durant sa planification. Combien de lutteurs seront disponibles durant la pratique? Combien de lutteurs j'ai à ma charge en tant qu'entraîneur? Quel est le niveau des lutteurs? Quelle est la taille des lutteurs? Parce que, évidemment, les débutants, on peut aussi organiser par groupe de niveau, parce que les débutants, en passant par les groupes confirmés et les groupes experts, en organisant cela, nous revenons sur le nombre de lutteurs par rapport à l'espace du tapis. Nous allons placer les lutteurs en groupe. Nous allons faire en sorte que les plus lourds pratiquent avec les lourds. Faire en sorte que les lourds aient aussi un espace qui leur est réservé. Bien sûr, les légers seront dans un espace. Ça, c'est quand on a de l'espace. Mais à un moment donné, quand on n'a pas de l'espace, dans ce moment-là, il faut s'organiser autrement. Faire une certaine rotation pour permettre aux lourds de pratiquer et ensuite les légers reprennent l'espace. Comme je disais tout à l'heure, on peut s'organiser en atelier pour que cela puisse se faire en toute sécurité. Alors voilà. Nous pourrons aussi ajuster les exercices pour que les lutteurs aient tous dans la même direction. Prenons le cas de ceinture de côté. Lorsqu'on fait une ceinture de côté, il est important de pratiquer de l'intérieur vers l'extérieur pour permettre justement aux lutteurs de faire cette ceinture de côté sans forcément que les uns se tombent les uns sur les autres. Et aussi, bien espacer les lutteurs pour que, justement, à un moment donné, ces lutteurs-là sachent que lorsqu'ils font la ceinture, ils ne vont pas aller tomber sur l'autre. Lorsqu'ils réalisent la technique, ils ne vont pas tomber sur l'autre. Mais ce qui est vraiment primordial dans tout ça, c'est surtout donner les consignes pour que les lutteurs le suivent. Ne pas hésiter à arrêter lorsqu'on voit qu'il y a un moment de risque de blessure. On a le sifflet pour ça, donner un signal pour arrêter, aussi prévenir les lutteurs. Comme je dis souvent, vous pouvez dire un coup de sifflet, tout le monde pratique, mais ce que je mets, 2 coups de sifflet, tout le monde doit s'arrêter. Les inculquer, les éduquer à cette façon de faire pour que, justement, on évite des blessures durant la séance. En tout cas, en termes de planification, il est important de connaître vos séances pour que vous puissiez organiser celles-ci en toute sécurité. Et donc, le groupe, le niveau des lutteurs, pour que cela puisse se faire de façon on va dire, sans risque de blessure et que cela se passe vraiment bien. Une chose qui est importante, c'est comment on prend en compte la température. La température aussi est importante lorsqu'on parle de gestion des risques. Lorsque les lutteurs sont mouillés, et ça c'est ce qui arrive, ils sont mouillés, ils transpirent, et puis ils vont quitter souvent la salle sans avoir changé d'habit. Ça, c'est le risque de maladie existe à ce moment-là, c'est en dehors de la science, mais il est important de rappeler cela que la température influe forcément sur la pratique. En ce moment-là, il faut bien prendre conscience que durant la séance, s'il fait très très chaud, ne pas hésiter, parce qu'en ce moment-là, le risque de déshydratation existe, ne pas hésiter à laisser la lutteur aller boire souvent, et même quand il fait froid, il faut aussi se couvrir, parce que c'est important pour que le corps reste à température normale, pour qu'il puisse avoir une pratique sans déchirure musculaire. Donc, c'est vraiment important en termes de planification de savoir si on va pratiquer dans un espace chaud ou on va pratiquer dans un espace où il fait froid. Mais bien sûr, quand on est un peu chaud, on ne se pose pas cette question-là. La question qui se pose, c'est de savoir à quel moment on va surtout arrêter pour que les lutteurs puissent s'hydrater
et ne pas rentrer dans le risque de blessure. Et aussi, il est aussi important, lorsqu'on est dans un espace où il fait froid, par exemple en Russie, de bien se couvrir, ou pendant l'hiver aussi, de bien se couvrir pour que justement le corps continue de son échauffement. Et à ce moment-là, on met l'accent sur l'échauffement pour que le gars on puisse bien l'échauffer et pouvoir bien réaliser sa séance en toute sécurité. Donc, la prise en compte de la température est importante parce que plus les valeurs d'humidité sont élevées, il faut planifier des pauses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pauses, plus souvent on planifie les pauses pour que les gens puissent aller boire. Il faut aussi penser que l'intensité de l'entraînement doit être progressif, bien sûr, mais s'il fait trop chaud, il faut justement réguler l'intensité en la mettant un peu plus faible. Il faut réduire le temps de pratique parce que quand il fait trop chaud, c'est insupportable. Et bien sûr, continuer à s'hydrater et éviter de planifier des séances où le soleil est au zénith, mais plutôt planifier les séances avant 10 heures ou après 6 heures du soir. Voilà. Je pense que en termes de gestion des risques, il est important que nous sachions que tous ces éléments-là concourent à la planification d'entraînement, qui, pendant qu'on planifie sa séance, il faut tenir compte de ces éléments-là pour pouvoir mieux les planifier, pour faire en sorte que les lutteurs pratiquent en toute sécurité et que nous arrivons à avoir une séance sans blessure, une séance où tout le monde pratique, elle est dynamique, avec une intensité progressive, une séance où le retour est calme, est bien orchestré et que les lutteurs repartent aussi en ayant changé de tenue, parce que c'est aussi important que les lutteurs partent sans garder la tenue mouillée, parce que même chez les jeunes, hein, si on ne le rappelle pas, ils partent avec la tenue mouillée. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là de faire en sorte que tout le monde puisse garder cette façon de faire pour pouvoir pratiquer en toute sécurité, éviter aussi les risques quand on est lutteur pour se blesser et tout ça. Voilà. Nous sommes pratiquement une demi-heure de séminaire. Je pense que le plus important, c'est de comprendre aussi si vous avez des questions par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est la gestion du temps, pour que je puisse revenir vers vous. Donc, je vois bien que M. Villa est connecté. Donc, M. Villa, c'est le moment de poser des questions si vous avez des questions, parce que nous sommes, comme je dis, le séminaire maintenant, nous faisons une demi-heure de présentation et le reste, ce sont des questions. Et donc, nous attendons vos questions pour pouvoir y répondre tranquillement. Alors, je vois que je vous demande à M. Villa, si vous voulez poser des questions, vous avez dans la barre des questions, il avait ce qui est marqué Q et R, donc vous pouvez aller dedans, dans cette barre-là, vous pouvez poser vos questions au niveau de tout ce qui est marqué Q et R. Donc là, je pourrais répondre directement à vos questions.
nous allons conclure notre webinaire. Nous allons conclure notre webinaire en disant que, par une dernière pensée, en disant que, d'abord, dans un premier temps, la sécurité débute avec la vigilance. Mais là, vous, en tant qu'entraîneur, la vigilance commence avec vous. C'est important. La vigilance commence avec vous. Et à la fin de la journée, le but est simple. C'est la sûreté et la sécurité. Je vous remercie d'avoir suivi ce séminaire. Je suis toujours disponible vous pouvez toujours me contacter à vincent.aka@unitedwrestling.org. À n'importe quel moment, je répondrai, il me fait le plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à bientôt au prochain webinaire.